Bonjour à tous, alors voici le débriefing de l'étape du Mont Ventoux. Elle était un petit peu attendue et on me l'a demandé. J'avais pas forcément beaucoup de temps pour la faire rapidement, donc je le fais avec du retard. Et c'est intéressant parce que le Mont Ventoux, c'est quand même une étape qui est fréquente sur le Tour de France depuis les années 50. Et du coup, je me suis replongé dans l'histoire des records de l'ascension du Mont Ventoux. Et c'est très intéressant parce qu'en faisant ça, j'ai constaté ce que j'essaye d'expliquer, de manière pédagogique dans mes vidéos. J'ai constaté qu'effectivement, on s'aperçoit que les performances humaines en cyclisme ont très peu évolué en réalité depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Et que ce qui explique l'amélioration des performances, c'est effectivement le matériel entre 1950 et aujourd'hui, parce que les vélos sont nettement plus lourds, et donc ça en montagne ça va compter. Et enfin, un critère clé qui est le dopage, qui explique beaucoup l'évolution des performances. Et l'entraînement, la nutrition joue pour une toute petite partie, mais c'est pas la partie qui joue vraiment le plus sur la capacité maximale de performance humaine. L'entraînement a tendance à jouer, je dirais, sur le fait que le niveau est plus homogène, qu'il y a plus de gens qui sont à leur plein potentiel, que les gens sont en forme au bon moment, etc., etc. C'est pas quelque chose qui nous permet de transformer l'humain radicalement et de prendre un athlète déjà très doué génétiquement et de le transformer en un mutant. L'entraînement ne permet pas ça. Et donc ça, on le constate. Donc je vais vous faire ce petit retour historique et vous allez comprendre ce que je voulais vous expliquer. La première ascension du Mont Ventoux intéressante, elle remonte à 1958. Et là, c'est un contre-la-montre. Et donc c'est Charles de Gaulle qui remporte le contre-la-montre et le Tour de France cette année-là. Charles de Gaulle, c'est un luxembourgeois. Et le contre-la-montre partait de Bédoin. On voit les images sur les archives de l'INA, donc on peut retrouver l'endroit exact d'où il partait parce qu'il y a une maison qui est visible et qu'on voit encore aujourd'hui si on va sur Google Street View ou qu'on va sur place. Donc on connaît exactement le point d'arrivée, le point de départ, et donc on peut recalculer la performance de Charles de Gaulle et la comparer avec les performances modernes. Donc Charles de Gaulle était monté en 1 heure, 2 minutes et 9 secondes, avec un vélo qui faisait quand même entre 10,5 et 11 kilos. Et ça, on le sait parce qu'il y a des passionnés qui collectionnent les vélos, et donc il y a un blog de vélos de l'époque qui reconstitue les vélos, qui a acheté le matériel, et donc qui donne l'information sur le poids des vélos. Et donc les vélos de l'époque pesaient entre 10,5 et 11 kilos. Il y a même des vélos qui montaient à 11,5 kg en 1958. Et aujourd'hui, les vélos sont à 7 kilos. Et les vélos sont à 7 kilos depuis à peu près le milieu des années 90. Hein, à partir de 94-95, on commence à avoir des vélos à moins de 8 kilos. Même Parco Pantani avait un vélo qui était à 6,9 kg avec un cadre en titane. Et depuis, le poids est standardisé, on ne peut pas descendre en dessous de 6,8 kg. Donc, du coup, on peut recalculer la performance de Charles de Gaulle en fonction du poids des vélos. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je n'ai pas précisé, c'est que les conditions de contre-la-montre sont plus favorables qu'une étape. Et donc, sur un contre-la-montre, vous pouvez largement envisager que les cyclistes vont pouvoir développer 10 watts de plus. Si c'est une étape extrêmement longue, de plus de 200 km, par rapport à un contre-la-montre, c'est facilement 15 watts d'écart. Donc, du coup, quand j'ai essayé de faire une méthode pour comparer les performances, j'ai intégré également ce paramètre qui est quel type d'étape on a eu. Est-ce qu'on a eu une étape de contre-la-montre, une étape de moins de 200 km avec de la plaine avant la montée, ou est-ce qu'on a une grosse étape de plus de 200 bornes? Donc ça compte également dans les paramètres que vous retrouverez sur mon tableau. Et pour vraiment comparer les performances les unes par rapport aux autres, il y a un dernier critère important qu'il va falloir intégrer, c'est la durée de l'effort. Parce que Charles de Gaulle est monté en 1h02. Jonas Vingegaard et Pogačar sont montés en un petit peu moins de 55 minutes, soit 7 minutes d'écart. En réalité, on sait que entre 20 minutes et 60 minutes, lorsqu'un cycliste fait un effort maximal, un cycliste élite, eh bien, à chaque minute, il perd 1 watt. Ça veut dire que si le cycliste est capable de produire 440 watts pendant 20 minutes, eh bien, si on lui demande de faire un effort maximal pendant 1 heure, il perdra 1 watt par minute. Et au bout d'1 heure, il va lui rester 400 watts de puissance. Ça veut dire qu'il aura perdu 40 watts, 1 watt à la minute.
Et donc ça, on le sait parce qu'on a maintenant des données importantes sur les relevés avec les 14 puissances. Et donc chez les sportifs professionnels, c'est ce qu'on observe. Il peut y avoir quelques variations, mais c'est vraiment la tendance. Donc du coup, on peut comparer et normaliser les puissances des coureurs qui ont mis 1h02 en 1958 avec aujourd'hui 55 minutes, et ça fait un écart quand même de 5 à 7 watts dont il faut tenir compte. Et donc lorsqu'on normalise la performance de Charlie Gaulle, en tenant compte de ce paramètre, ça lui fait une puissance étalon de 405 watts pendant 1 heure. C'est ce qu'a produit Charlie Gaulle avec son vélo plus lourd sur une route de moins bonne qualité, puisque j'ai retrouvé des informations qui indiquent que la route n'était pas très bonne sur le sommet, et il y avait aussi quelques portions pavées à la sortie de Bédouin. Donc on est loin d'avoir le bitume qu'on a aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on peut aujourd'hui, par calcul, vérifier que Charlie Gaulle, sur son contre-la-montre, a développé environ 405 watts étalon. Ça veut dire pour un athlète standard de 70 kg, et on a standardisé ça sur une durée d'effort d'1 heure. C'est déjà une sacrée performance, hein. 405 watts, je ne sais pas si vous réalisez, si vous avez les chiffres en tête, mais vous allez le voir à la fin, c'est équivalent aux performances de Kevin Vauquelin, Benny Lee ou Paré Peintre. Voilà. Voire mieux. Quelques années plus tard, Eddy Merckx, en 70, s'impose également au sommet du Mont Ventoux. Il réalisera un temps légèrement meilleur, 1 heure, 1 minute et 49 secondes, avec un vélo sensiblement plus léger, un petit kilo. Et Eddy Merckx, c'était pas un contre-la-montre, c'était une étape, donc il y a un peu de fatigue avant d'arriver au pied du col, mais c'était pas une étape très très dure. Enfin, il y avait quand même 160 km, et il a passé une partie de l'ascension abrité du vent avec d'autres coureurs, contrairement à Charlie Gaulle qui fait toute l'ascension en solitaire. Et donc, si on normalise cette performance, c'est pareil, on arrive à une puissance moyenne sur 1 heure de 411 watts. C'est très très proche de ce qu'a fait, euh, de ce qu'a réalisé Charlie Gaulle, hein, c'est du même ordre. Autre performance majeure, 1987, Jean-François Bernard. Alors Jean-François Bernard, c'est un contre-la-montre. Il fait un chrono vraiment extraordinaire cette année-là. Pour moi, c'est vraiment une des plus grosses performances du cyclisme avant l'ère du dopage à l'EPO, puisqu'il monte de Bédouin jusqu'au sommet du Mont Ventoux en 58 minutes et 3 ou 4 secondes, avec un vélo qui pesait 8,4 kg, qui a été dont on peut retrouver dans les archives. C'était un des premiers cadres carbone de la marque Look, et donc ça leur donnait un avantage considérable. La Vie Claire était une des premières équipes à utiliser des cadres carbone à cette époque-là. Et donc ils avaient un vélo qui était plus léger d'environ 1,5 kg, à 1 kg à 1,5 kg que la plupart des vélos de l'époque. Donc 8,4 kg en 1987. Et ça nous donne donc une puissance étalonnée sur 1 heure de 416 watts. C'est un petit peu mieux qu'Eddy Merckx et Charlie Gaulle, mais c'est pas une différence non plus extraordinaire. Euh, voilà. Marco Pantani, quelques années plus tard, en 1994, va effectivement faire mieux, en 57 minutes 34 secondes. C'est à peine mieux. Par contre, Marco Pantani, il fait ça à la fin d'une étape de 130 km. Donc, d'une part, il y a un peu de fatigue qui a accumulé, donc c'est ça, on peut en tenir compte. Marco Pantani va faire au moins 11 km en solitaire, puisqu'il part très très tôt dans l'ascension. Et la puissance qu'on a pu recalculer, standardisée sur 1 heure, c'est 428 watts. Donc c'est encore mieux que Jean-François Bernard. Voilà, donc on voit une progression. Lance Armstrong et Marco Pantani, 2 ans plus tard, vont monter un peu moins vite. Voilà, Marco Pantani n'est pas à son top niveau. Et Lance Armstrong se contente de contrôler. Il n'y a pas vraiment d'enjeu majeur. C'est ce qui fait qu'on n'a pas une montée ultra rapide, et ils vont monter à 410 watts de moyenne à peu près, standardisé sur 1 heure. Iban Mayo donc, réalise par contre la meilleure performance en 55 minutes et 51 secondes en 2004 sur le contre-la-montre du Dauphiné libéré. Et là, sa puissance, elle est estimée à 431 watts standardisé sur 1 heure. Donc là, effectivement, il y a un cap entre Charlie Gaulle et Iban Mayo. C'est les mêmes conditions, c'est un contre-la-montre. Il y a également un cap par rapport à Jean-François Bernard en 1987. Là, on est effectivement, on commence à atteindre des performances qui n'étaient possibles que par l'EPO, et on sait effectivement que Iban Mayo était positif à l'EPO, et donc il s'est connu, il faisait partie de ces coureurs qui tournaient à l'EPO, comme beaucoup à cette époque-là.
Sur le classement de cette étape du Dauphiné libéré, vous pouvez voir que sur les 10 premiers, il y en a au moins 8 qui sont confondus pour dopage avec certitude. Alberto Contador en 2009 fait une montée un peu moins de 59 minutes. Et pareil, il n'y a pas un enjeu majeur, il se contente de défendre, il reste à l'abri du vent des autres coureurs, il les regarde faire la bagarre et il contrôle son avance au classement général. Ce qui fait autour de 412 watts de puissance. C'est pas, euh, il n'a pas mis toute sa puissance en jeu, quoi. On aura une autre étape très importante en 2013 avec Christopher Froome qui lui monte en moins de 59 minutes. Mais attention, l'étape faisait 242 km et c'était un vrai chantier. C'était très très dur tout au long de l'étape avec du vent. La course était intense dès le début de l'étape et il a fait à peu près un tiers de la montée tout seul. Donc il a bénéficié d'un abri quand même, mais pas tout au long de la montée. Et donc j'ai pu estimer que ça représentait environ 423 watts. Voilà, je vous remets les valeurs. Iban Bayo 431, Christopher Froome 423 watts, Marco Pantani 428. Donc vous voyez qu'on a des grosses performances qui tournent entre 420 et 430. Jean-François Bernard 416 watts. Et enfin Eddy Merckx ou Charlie Gaulle autour de 405-410 watts. On arrive enfin à 2025. Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar réalisent la montée en moins de 55 minutes, 54-41 précisément. Et ils ont été très abrités tout au long de la montée, particulièrement Pogačar, qui en réalité ne détient pas le record de puissance, puisqu'il a passé l'essentiel de la montée à l'abri du vent. Jonas Vingegaard a passé un peu plus de temps exposé au vent, notamment parce il a pris les choses en main sur la fin de l'ascension. Et donc, les puissances standardisées 1 heure sont de 437 watts et 431 watts pour Vingegaard et Pogačar. Donc c'est effectivement un record et en temps et en puissance. On pourrait s'attendre à ce que l'écart de puissance soit plus important, mais le fait qu'ils aient monté en peloton par rapport à Iban Mayo fait que l'écart n'est pas si grand que ça. Donc voilà, effectivement, là, on a franchi un cap. Et enfin, si vous voulez avoir les performances de Kevin Vauquelin, il a développé il a publié sa puissance, donc ça on peut saluer. Ça fait partie de ces quelques coureurs qui jouent la transparence. Kevin Vauquelin, Oscar Onley, Tobias Johannessen sont 3 coureurs du top 10 du classement général qui ont publié tous les jours les puissances sur toutes les étapes. Je trouve que ça, c'est un gage de transparence et d'honnêteté. Et bien Kevin Vauquelin, sur la montée, il a développé 398 watts. Il fait 69 kg, c'est son poids annoncé. Et donc, si on normalise cette puissance, qu'on veut la comparer à celle de Charlie Gaulle, ça vaudrait 409 watts. C'est un tout petit peu mieux. C'est du niveau d'Eddy Merckx et Charlie Gaulle, quoi. C'est dans le même ordre. Voilà. Et puis Aurélien Paré-Peintre ou Valentin, je ne sais plus lequel des deux. Excusez-moi, je ne me rappelle plus, je les confonds souvent. Et Ben Illy ont fait environ 390 watts de puissance standardisée. Donc ils ont monté moins vite en réalité que Kevin Vauquelin, par exemple. Et donc, vous voyez bien qu'entre les performances de Kevin Vauquelin, par exemple, Ben Illy ou Paré-Peintre, eh ben, on est entre 390 et 410 watts. C'est des performances qui ont été réalisées par Charlie Gaulle et Eddy Merckx déjà. Et donc, les performances, je dirais, humaines ont très peu évolué en réalité. Ce qui explique les performances, c'est en grande partie le matériel, parce qu'il y a des vélos plus légers, il y a des pneumatiques plus performantes, un petit peu, hein, mais c'est pas ce qui va expliquer le plus certaines différences. Par exemple, si on veut justifier les performances modernes par rapport à celles de Pantani et Lance Armstrong, le matériel n'est pas suffisant puisque le poids de vélo est identique et les différences de rendement des pneumatiques sont insuffisantes pour expliquer l'écart qu'on observe et le fait que des coureurs modernes arrivent à battre des coureurs dopés comme Iban Mayo, Alberto Contador, Lance Armstrong, Marco Pantani, Jan Ullrich, Richard Virenque et d'autres et d'autres. Okay, c'est toute une catégorie de coureurs ultra dopés des années 90 qui aujourd'hui sont battus par ces deux coureurs qui dominent littéralement les débats. Et vraiment, le dopage à l'EPO, c'est quelque chose qui a été redoutable et je vous le montre sur un graphique où je vous montre l'évolution des performances de course à pied sur le 10 000 mètres sur piste, les records du monde.
J'ai pris cette épreuve-là parce qu'elle n'est pas soumise à l'évolution du matériel, très peu. Et donc sur ce graphique que je vous montre, c'est l'évolution depuis 1920. Alors l'évolution entre 1920 et le milieu des années 50 est liée au fait que le sport devient de plus important dans la société, que de plus en plus de monde pratique et donc on a une progression assez logique. Il y a plus de pratiquants, on se met à s'entraîner un peu plus, donc on a une progression, voilà, on passe de 30 minutes 30 à autour de 29 minutes 30, c'est une progression d'1 minute qui est correcte. Et puis on va voir la progression vraiment s'envoler à partir des années 50-60 avec vraiment la mise en place de dopage et notamment un des grands booms du dopage qui est l'arrivée des anabolisants, au tout début des années 60. Les anabolisants, c'est donc une hormone qui sont des hormones, différentes hormones qui ont été synthétisées, qui permettent de fabriquer du tissu musculaire, donc de protéger les tissus musculaires de l'entraînement, et donc les coureurs à pied en fait récupéraient beaucoup plus vite, pouvaient encaisser des charges considérables, et en dosant correctement l'anabolisant, ils ne prenaient pas de masse musculaire, par contre ils réparaient les tissus très très vite. Et également, les anabolisants pouvaient augmenter sensiblement la quantité d'hématocrite, très sensiblement. Et donc on a vu un boom des performances au début des années 60. C'est ce qu'on voit ici. Et puis ensuite, les performances ont plafonné jusqu'en 1988, ou au début des années 90, où l'EPO est mis sur le marché. Et là, d'un seul coup, on voit de nouveau les performances s'envoler, littéralement, pendant les années 90. Et puis après, bon, bah, à part l'EPO, on n'a rien inventé de plus. Ce qu'on a inventé, c'est des choses qui tentent de mimer l'EPO, de faire des effets similaires, mais on n'a pas d'évolution majeure en termes de méthode de dopage aujourd'hui. En tout cas, pas pour le sport d'endurance. Et donc, les performances plafonnent aujourd'hui. Et très clairement, c'est étonnant de dire ça pour un entraîneur, hein, parce que moi, c'était mon métier. Mais l'entraînement, la nutrition ne sont pas les plus gros facteurs d'évolution de la performance dans le sport, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et pour moi, les plus gros facteurs d'évolution sont le dopage et le matériel. Et le matériel, entre guillemets, hein, c'est à démontrer, parce qu'entre le vélo des années 90-2000 et aujourd'hui, la différence de matériel ne peut pas expliquer qu'on ait des coureurs qui dominent les anciens coureurs dopés. Ça, c'est pas possible. C'est pas suffisant. Donc c'est vraiment les écarts de matériel entre les vélos des années 50 qui font 11 kg et les vélos d'aujourd'hui qui en font 7. Effectivement, en montagne, ça va compter beaucoup. Donc voilà ce que je voulais un petit peu partager comme observation avec vous. Et l'entraînement, évidemment, c'est important, mais moi, en tant qu'entraîneur, j'ai jamais transformé un cycliste qui s'entraîne depuis 10 ans, qui fait des compétitions, qui a commencé en cadet, et puis qui, à un moment donné, se dit, bon, bah, je vais essayer de moderniser mon entraîneur, et puis, enfin, mon entraînement, et je vais gagner 40 watts. Eh ben, non, c'est pas possible. Sauf si le cycliste s'entraînait presque pas, avait une hygiène de vie déplorable. Effectivement, en corrigeant tout ça, on progresse. Mais c'est pas ce qu'on observe. En réalité, en tant qu'entraîneur, on aide les sportifs à arriver en forme plus tôt, à atteindre leur plein potentiel, arriver en forme au bon moment, ne pas se blesser. C'est plus là-dessus qu'on va jouer. Mais on transforme pas radicalement l'être humain, hein. L'entraînement n'a jamais transformé un être humain qui a déjà 85 de VO2 max en un mutant qui atteint 100 millilitres minutes par kilo de VO2 max. L'entraînement n'a jamais fait ça. Il n'y a que le dopage qui permet de faire ça. Donc voilà, c'était intéressant de revoir le Ventoux parce que ça confirme un petit peu ce que j'essaye d'expliquer. Voilà ce que je voulais vous partager comme réflexion autour du Mont Ventoux. Donc évidemment, les performances de Pogačar et Vingegaard sont pour moi des performances hors normes, hein, parce qu'ils n'ont pas mis toute leur puissance en réalité, hein. Pogačar n'a fait que contrôler. Et Vingegaard étant tellement loin au classement général, enfin, il a perdu tellement de temps, qu'il savait que ce serait compliqué, quoi. Reprendre 4 minutes, sauf défaillance, c'est mort. Donc en réalité, une fois qu'il a compris qu'il n'allait pas pouvoir lâcher Pogačar, pardon, bon bah il a monté, mais il s'est pas mis à la planche. Si on avait vu Pogačar coincé, il aurait terminé l'ascension beaucoup plus vite, il se serait mis à la planche, et là le record aurait été battu encore d'1 minute probablement. Mais pour moi, on a clairement deux coureurs hors normes, dont les performances ne peuvent pas être expliquées par le matériel, la nutrition et l'entraînement, et je pense qu'il y a autre chose. Voilà, ça c'est mon point de vue, on a le droit de penser ce qu'on veut, vous avez le droit de le penser aussi, et je vous donne des arguments pour penser par vous-même, tout simplement.
Voilà, il y aurait plein de choses à dire sur ce Tour de France, mais Par exemple, ce qu'on peut ajouter comme questionnement, c'est pourquoi les médias ont beaucoup parlé du cas de Pauline Ferrand-Prévot, qui a un poids de forme qui a été grandement diminué ces derniers mois pour le Tour de France féminin qu'elle a gagné. Et pourquoi on ne s'est pas du tout alarmé du poids extrêmement maigre de Valentin Paré-Peintre, qui mesure 1,78 m pour 52 kilos. Quand j'ai vu passer cette information, je voulais pas le croire. J'ai pensé que c'était une erreur. Des cyclistes d'1,78 m pour 52 kilos, pour moi, on est dans un cas d'anorexie. Et pourtant, il est là, il est performant au plus haut niveau, donc c'est très surprenant. C'est effectivement, au vu des photos qu'on peut voir de lui quand il est plus jeune, un garçon qui a une nature à être très maigre, c'est vrai. Mais sur les photos qu'on voit en 2020, par exemple, il n'est pas aussi maigre, ça c'est certain. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle, que le poids des cyclistes diminue autant d'année en année, et il y a des études qui le montrent. Donc, ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo que je vais faire, justement, où je vais aborder certains points, tels que les autorisations de certains médicaments à usage thérapeutique qui peuvent expliquer l'extrême maigreur des coureurs cyclistes depuis les années 2012 en réalité, depuis Bradley Wiggins notamment. Voilà. Voilà ce que je pouvais ajouter éventuellement là-dessus, sur ce qui m'a interpellé et qui mériterait qu'on creuse un peu cette question-là. je vais m'arrêter là et puis je vous laisserai lire l'article. Vous retrouverez, j'ai mis des liens aussi pour retrouver des archives de l'INA. Vous cliquez sur le tableau, sur les dates, et vous verrez quelques vidéos où on peut revoir Charlie Gaulle, Eddy Merckx, Jean-François Bernard, etc. Donc ça vous permet de revoir un peu les conditions des étapes et de voir des images aussi. C'est intéressant de voir un petit peu comment le cyclisme a évolué. Et par exemple, Charlie Gaulle, il mouline particulièrement plus que les autres dans l'ascension du Mont Ventoux. Il a une cadence de pédalage qui est assez élevée. J'ai pas fait le calcul, mais c'est nettement plus élevé que ce qu'on observe chez Eddy Merckx ou d'autres cyclistes des années 80. Donc ça, c'est un critère intéressant aussi à observer. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt pour peut-être 2 vidéos qui arrivent. Une prochaine pour expliquer que le dopage, les méthodes de détection antidopage sont totalement inefficaces. Donc j'ai creusé un peu cette question, je suis allé revoir un petit peu quelles étaient les contraintes, les normes, comment on détermine un sportif positif à tel ou tel produit, combien de temps les produits sont décelables dans les urines, dans le sang, etc. Et en fait, tout le système antidopage, une fois qu'on a compris comment il fonctionne, c'est assez facile de passer à travers les mailles du filet. Et donc, je vais vous décrypter un petit peu les failles du passeport biologique et des contrôles antidopage, et vous verrez qu'en réalité, les contrôles sont relativement bidons en cyclisme. En tout cas, c'est mon point de vue, et je vous expliquerai pourquoi. Et la prochaine vidéo, c'est je vais comparer 2 vélos. Je vais comparer un vélo tout neuf avec un vélo qui a 16 ans et qui a un peu d'usure, et je vais faire différents tests pour comparer le rendement des vélos. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui fait ce genre de test. Il y en a quelques-uns, mais moi je vais en faire un du coup, avec un vélo qui a voilà, 2 vélos de gamme équivalente, qui ont 16 ans d'écart, un avec de l'usure, l'autre sans usure. Déjà, on verra s'il y a une différence entre les deux. Voilà, merci de votre attention, et puis à bientôt pour ces petites vidéos, et après j'arrêterai, je passerai à autre chose, ça sera rendez-vous l'année prochaine.